Sous l'œil de Jean Serra, je peux le dire, 13h30, on est d'une ponctualité digne d'un commandant de bord et d'un pilote. C'est l'heure de répondre à vos questions. Fanny Schneider qui nous rejoint comme chaque samedi. Bonjour Fanny. Bonjour à tous. Ça va très bien. Allez, on est parti au sommaire de ce samedi. Au sommaire aujourd'hui, attention à ces fortes pluies, à ces vents violents dans le sud. La colère des agriculteurs est loin d'être éteinte. Nous irons tout à l'heure dans le Pas-de-Calais. Le CDI senior, où en est-on, nous demandent nos téléspectateurs. Que se passe-t-il également avec les avions Boeing, Jean Serra, on vous attend au tournant. Et puis il y a un peu de culture, les Oscars, c'est demain. Vous n'oubliez pas évidemment de scanner le QR code si vous voulez poser vos questions. Et le voilà, ce QR code à scanner. On commence donc avec les intempéries, cette vigilance orange. Oui, vigilance orange, on va le voir dans 9 départements français aujourd'hui. Le Var qui est concerné par la pluie inondation, c'est d'ailleurs la question de Manon. Elle dit qu'elle habite à Hyères. Va-t-on être inondé? Ben oui, en effet, un pluie diluvienne qui ont commencé dans la matinée, ça va s'intensifier d'heure en heure. Donc le Var concerné, mais aussi les Alpes-Maritimes, l'Ardèche et la Lozère. Var également concerné par une vigilance orange crue, comme l'Ardèche, le Gard, la Gironde et la Charente-Maritime. Et puis les vents violents également attendus en Haute-Loire et dans le Rhône. Soyez vigilants semaine après semaine, malheureusement, et depuis quelques années maintenant. Aucune région ne semble épargnée par ces phénomènes climatiques violents. Le grand coupable, tout le monde le connaît maintenant, c'est forcément le changement climatique. On voit ça dans ce reportage d'Anne-Sophie Varmont et Margot Vizade. Cet arbre a été déraciné par la force des vents. Car dimanche dernier, la ville d'Antibes a été touchée par une tornade. Quelque temps auparavant, le 22 février, c'est la tempête Louis qui a balayé la France. Et 10 jours plus tôt, c'était la dépression Carlotta qui avait secoué le Pays Basque. Un nouveau coup de vent est attendu ce week-end, en Côte d'Azur cette fois. On attend énormément de pluie, surtout durant la soirée de samedi et durant la nuit de samedi à dimanche sur l'ensemble de la Côte d'Azur. Là, on parle de 100 à 150 mm de pluie, donc un nouvel épisode important. Il faudra rester très vigilant également sur le littoral parce qu'il y aura de grosses vagues liées à ce vent et des rafales de vent qui pourront dépasser les 110 km/h. Alors ces phénomènes climatiques sont-ils plus répétés ? Oui, selon plusieurs spécialistes météo. Et surtout, ils sont plus intenses. La faute au réchauffement climatique. Des événements qui sont plus importants et plus fréquents. Et c'est malheureusement ce qui a été écrit dans les rapports du GIEC depuis des années. On sait que le dérèglement climatique a plutôt tendance à augmenter la fréquence et la gravité des événements. Car un climat plus chaud favorise des précipitations plus intenses. L'eau dans une atmosphère plus chaude peut rester en suspension et donc quand on a les conditions favorables aux pluies, comme les tempêtes, on a plus d'eau qui tombe sur les terres. Cet épisode méditerranéen devrait au moins durer jusqu'à dimanche. Et on va décrypter tout ça avec vous, Julien Riflet, notre journaliste météo maison. Avec ces chiffres, on a entendu 100 à 150 mm de pluie, par exemple, dans ces départements qui sont concernés. Qu'on se rende bien compte, ça correspond à quoi ? Ça représente environ un mois et demi de pluie, donc c'est très conséquent. D'autant que vous avez dit 150 mm, mais on n'est pas à l'abri localement d'atteindre les 200 mm. Donc il faut imaginer 200 litres d'eau au mètre carré, avec les conséquences donc, que ça peut avoir, comme les crues éclairs ou encore les coulées de boue. Donc c'est vraiment conséquent et on peut prendre un exemple. À Nice, on relève 388 litres d'eau au mètre carré depuis le 1er janvier contre 374 litres au mètre carré sur l'ensemble de l'année 2023. Donc on voit bien là que depuis le 1er janvier, ce qui tombe, c'est vraiment conséquent. Ouais, c'est pas de la blague, en effet. Amal nous demande, en dehors de la Côte d'Azur, est-ce que la météo est bonne? Alors, on a vu sur la carte de vigilance que c'est un peu compliqué aussi par d'autres endroits. Oui, c'est vraiment compliqué, notamment pour la Loire, la Haute-Loire, où là, on a des vents violents. Enfin, c'est vraiment le quart sud-est qui est concerné. C'est quoi les vents violents? Ça à combien là? Alors, c'est 100, 110 km/h, voire localement 120. Donc, il faut vraiment être très prudent. Alors, les zones où il se passe rien, on va dire, pour ce samedi, c'est vraiment les frontières du nord et du nord-est, où là, le temps est sec et calme. Mais partout ailleurs, on est concerné par les averses localement orageuses. Donc, on peut avoir des débordements de cours d'eau. On a notamment plusieurs cours d'eau qui sont en crue. Donc, il faut faire attention. Et la Bretagne. Ouais. Le refuge, c'est la Bretagne. Il faut aller en Bretagne. Non, pas trop près des côtes, il y a l'érosion. Alors, attention, il faut rester quand même un peu dans les terres. Ça va. Et il y a aussi ce problème d'avalanche. Il y a une vigilance orange avalanche également dans les terres. Oui, parce que la neige elle va également tomber en abondance, notamment sur le Massif central, mais également sur les Alpes du Sud, d'où la vigilance orange pour les Alpes-Maritimes, dès 1100 mètres d'altitude. Donc on va rester prudent quant à ce risque d'avalanche, risque qui va s'accentuer ce soir et dans la nuit prochaine. Donc cette nuit, on attend jusqu'à dimanche à la mi-journée de 40 à 50 cm de neige, voire localement 70. Donc cette couche qui va s'ajouter pourrait venir fragiliser le manteau neigeux. Donc les prochaines 24 heures, il va falloir être très prudent dans tous ces départements. Et puis il y a aussi des marées exceptionnelles
exceptionnelles, des grandes marées qui vont être attendues. Ça, c'est à partir de demain. Oui, c'est ça. En réalité, c'est les coefficients de marée qui vont être assez élevés en raison de ces grandes marées que l'on dit un peu historiques. On parle de grandes marées de la décennie. Donc c'est à ne pas prendre à la légère. Les coefficients de marée vont être exceptionnels. Ça veut dire qu'il y aura une grande différence entre la pleine mer et la basse mer. On parle de grande marée quand le coefficient est supérieur à 90. Demain matin, le coefficient sera de 104 et les coefficients iront jusqu'à 116 jusqu'à au moins jeudi 14 mars. Donc prudence le long du littoral. Merci Julien. Et même en Bretagne. Partout. Bon, comme quoi c'est un week-end à rester devant BFM TV. Et à parler de la colère des agriculteurs parce qu'elle n'est pas retombée depuis 8 jours et la fin du salon de l'agriculture. Non, elle ne tarit pas en effet. Certains l'espéraient, mais non, les revendications sont toujours présentes. Elles sont toujours variées aussi selon les activités. Hélène nous demande, que demandent encore les agriculteurs aujourd'hui? En ce moment, par exemple, certains, on l'a vu ces dernières heures, tracent des lignes rouges dans leurs exploitations pour montrer leur mécontentement. Eux, ce qu'ils dénoncent, ce sont les contrôles de leurs exploitations qu'ils jugent abusifs par l'État. C'est notamment ce qu'a dénoncé hier Jérôme Bail, cette figure de la première heure de la contestation agricole, qui a menacé d'ailleurs de faire la grève de la livraison des produits alimentaires, vraiment de taper dans les assiettes des Français. Au-delà des menaces, certains sont déjà de retour, eux, sur le terrain, dans les manifestations. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec vous, Alizé Boissin. Vous êtes dans le Pas-de-Calais, à Boulogne-sur-Mer. Et là-bas, ce sont à la fois les agriculteurs et les pêcheurs qui font front commun pour dénoncer des normes européennes trop écrasantes. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est front commun. Là, on est dans le port de Boulogne-sur-Mer. La communauté d'agglomération, l'idée, c'est d'aller jusqu'à la sous-préfecture pour remettre un cahier de doléances. Alors, je suis avec Olivier Leprêtre. Aujourd'hui, vous représentez les marins-pêcheurs de Boulogne-sur-Mer. C'est une première, cette alliance entre agriculteurs, marins-pêcheurs. C'est quoi l'idée? Alors, c'est la première fois que ça nous arrive. En fait, on se rend compte qu'on a les mêmes soucis. On le sait déjà depuis très longtemps. Et là, on a réussi à trouver un terrain d'entente pour manifester ensemble et sur les mêmes sujets. Le seul et unique sujet, c'est l'Europe, c'est Bruxelles. Qu'est-ce qu'elle veut faire de ces agriculteurs et de ces pêcheurs? Voilà la grosse question. En fait, les marins-pêcheurs et les agriculteurs, c'est la même galère aujourd'hui, c'est ça qu'on comprend. On est exactement dans la même galère et ça ne peut plus durer. Cette dictature européenne, il faut que ça cesse. Ce que j'appelle aujourd'hui aussi à notre président Emmanuel Macron, c'est de taper du poing sur la table à la Commission en disant ça suffit. Maintenant, il faut que ça cesse. On doit privilégier les entreprises européennes et françaises plus particulièrement, vu qu'on est en France. Mais surtout les entreprises européennes. Là, on voit bien qu'il n'y a aucune barrière au niveau de vente de produits d'importation extra-communautaire. C'est du poisson qui est importé des pays où il n'y a aucune norme écologique et encore moins sociale. On inonde nos marchés à des prix défiant toute concurrence, que ce soit le poisson ou dans l'agriculture. L'agriculture, c'est pareil. Donc, ce qu'on veut, c'est que ça cesse et qu'on surtaxe ces produits-là, parce qu'il n'y a pas de raison que nous, on nous serre toujours la ceinture et ailleurs, ce soit on fasse ce qu'on veut. On entend votre colère et donc, vous l'avez compris, c'est une première dans les Hauts-de-France. Cette alliance a déjà existé, notamment en Bretagne, au début du mouvement des agriculteurs. Alors le rendez-vous est pris, la manifestation va maintenant commencer, direction la sous-préfecture. Et on les voit, ces tracteurs, avec les images de Tom Beck, ces tracteurs qui vont donc partir direction le centre de Boulogne-sur-Mer. On suit tout cela, évidemment, avec vous, Alizé Boissin, tout au long de la journée sur BFM TV. On va parler de la réforme des retraites et du CDI senior, qui ne fait pas tout à fait l'unanimité. Oui, en effet, on a entendu émerger ce nom de CDI senior, cette idée, notamment donc, pendant cette réforme des retraites. Alors, on rappelle déjà que ce que c'est l'engagement des entreprises à embaucher des salariés de plus de 60 ans qui ont été mis au chômage. Mais depuis, sa mise en œuvre, elle se heurte à plein d'obstacles. On comprend donc que les principaux intéressés s'inquiètent encore aujourd'hui. Gilles qui nous demande, je suis un jeune retraité et j'ai besoin de retravailler. Le CDI senior, c'est pour bientôt. Alors on est allé poser la question à Gaëtane Mélin, notre chef du service éco et social BFM TV. Les discussions sont actuellement en cours. Le patronat a donc envoyé ses propositions aux organisations syndicales et ces discussions doivent impérativement se terminer le 26 mars prochain. Voilà, donc d'ici la fin du mois, on sera fixé. Pourquoi ça coince au niveau de cet accord? Eh bien, parce que les avantages des uns ne sont pas les avantages des autres. Et vous allez voir pourquoi ça avantage notamment le patronat et les employeurs. Écoutez. Ce nouveau contrat va permettre à l'employeur de ne garder le senior que jusqu'à son départ à la retraite à taux plein. Ensuite, il mettra tout simplement un terme à ce contrat. L'autre avantage, ce sont les cotisations patronales qui seront bien plus faibles, entre 25 à 45%
en moins, en fonction, bien sûr, du salaire brut perçu. Puis enfin, le dernier avantage qui n'est pas non plus négligeable, cela va permettre d'alléger le régime social d'indemnité de mise à la retraite. Le patronat propose de supprimer la contribution de 30%. Alors, on a cette question de Paola qui veut y voir un peu plus clair. Pourquoi les syndicats sont contre ce CDI senior, puisqu'on a l'impression que ça redonne de l'emploi aux seniors et que visiblement les patrons sont contents. Pourquoi ça bloque? Autre réponse de Gaëtane Mélin. Parce que les syndicats préfèrent qu'on se concentre sur comment on garde un senior et non pas comment on recrute un senior. Et puis, bien évidemment, ces organisations syndicales reprochent au patronat de privilégier ses intérêts aux dépens, bien sûr, des seniors. Rendez-vous donc le 26 mars pour savoir ce qui sera décidé finalement. Vous m'avez quitté pour aller au mur parce qu'on va parler de Boeing à l'heure où vous allez peut-être ce week-end préparer vos futures vacances. Vous allez peut-être vous interroger sur le fait de prendre une compagnie qui a des appareils Boeing. Et oui, parce que forcément, alors on ne va pas trop exagérer, mais tout de même, force est de constater que ces derniers temps, il y a eu quelques petits pépins. On va prendre les plus récents et ils s'accumulent. Ça, c'était juste hier, ce Boeing 737 qui, à l'aéroport de Houston aux États-Unis, a eu un problème de train d'atterrissage, carrément cassé, vous le voyez, atterrissage donc forcé sur la piste du Texas. Jeudi, donc c'était il y a à peine 2 jours, là aussi, autre pépin pour un Boeing 777 cette fois-ci, qui lui a perdu carrément une roue. C'est tombé sur l'aéroport de San Francisco peu après le décollage. Là aussi, un atterrissage forcé a dû être nécessaire. Et puis, on se souvient également de Portland, au début de l'année, 5 janvier, de ce Boeing 737, là aussi, qui, lui, avait tout simplement vu la porte, une de ses portes s'arracher en plein vol et donc contraindre les passagers et tout le monde à revenir donc, sur l'aéroport de Portland avec cet atterrissage d'urgence. Camille nous demande donc quel est le problème des avions Boeing et lesquels sont concernés. On voit ça avec vous, Jean Serra. C'est le moment, Jean Serra. Ben oui, Jean Serra, c'est votre fête. Dès qu'il y a un Boeing, qui a un petit pépin, il y en a beaucoup en ce moment. Vous êtes sollicité, consultant aéronautique de BFM TV pour nous servir. Alors, qu'est-ce qui se passe, décidément, avec certains avions de cette flotte Boeing? Alors, effectivement, il y a un avion qui est ciblé, tout le monde le sait, c'est le fameux nouveau 737 qu'on appelle le 737 MAX, qui a fait un début de carrière catastrophique avec 2 crashs où il y a eu plus de 350 morts, l'un avec Lion Air, l'autre avec Ethiopian. Ce qui est très important dans cet accident-là, c'est qu'il y a 2 responsables. Il y a Boeing, mais il y a la FAA, c'est-à-dire l'organisme fédéral qui est là pour assurer le contrôle des avions. Or, à l'époque, pour des raisons de manque d'effectifs, la FAA avait délégué à Boeing à la fois la construction, le contrôle et la certification d'un nouveau système qui s'appelait le MCAS, on ne va pas rentrer dans les détails, mais qui a été la cause essentielle du crash de ces 2 avions. Bon. Donc un contrôle qui n'a pas été assuré par des autorités indépendantes de Boeing. Tout à fait. Là, il y a un problème grave. C'est un problème d'effectif de la FAA, que je comprends tout à fait, mais surtout, ça a supprimé un élément clé du contrôle. L'action doit être faite par une personne, le contrôle par une autre, pour avoir une indépendance, entre autres vis-à-vis de pression financière et choses comme ça. Ça semble assez normal. Ça a été rétabli, voilà. tout ça? Oui, alors là-dessus, il y a eu un premier mouvement, c'était le 26 novembre, où là, la FAA a dit bon, attendez, on va reprendre le contrôle des affaires, c'est-à-dire que vous ne serez plus le seul à faire les contrôles, on va nous aussi participer à cela. Puis ensuite, il y a eu toute la série des incidents dont vous avez parlé, le Alaska Airlines qui perd une porte, une issue de secours parce qu'il manquait de boulons. Donc là, c'est pas une conception de l'avion qui est en jeu, c'est un gars n'a pas mis les boulons et personne n'était là pour vérifier. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, avant-hier, un avion, un 777 perd une roue au décollage. Bon, ça, c'est peut-être une rupture du goujon, parce que c'est la roue arrière, c'est la première qui touche à l'atterrissage. Mais enfin, ça fait quand même beaucoup, là, tout ça. Mais c'est surtout ça, la succession de choses qui fait que, là, d'un seul coup, Whitaker, le patron de la FAA, a dit, bon, là, maintenant, c'est terminé. C'est nous qui allons contrôler. Comme ils n'ont toujours pas les effectifs, ils vont passer par
des prestataires extérieurs mais indépendants pour vérifier à la fois la construction, la vérification, la certification des avions. Et c'est sûr qu'il y a eu un dérapage important. Alors, pour répondre à Manon, moi je ne prends pas de 737. Hein, bah oui, mais alors peut-être que vous êtes comme éviter. Zachary et que certains se posent des questions. Est-ce qu'on peut prendre d'autres avions, d'autres constructeurs sans crainte? Est-ce que d'autres sont concernés par ce genre de problème? Dans l'ensemble, c'est votre moment cocorico, allez-y, vendez Airbus. Oui, bien sûr, Airbus marche très bien, fonctionne très bien, est en pleine croissance. Les 320 Neo, les 330 Neo, par exemple, la compagnie Transavia va changer tous ses 737 pour mettre des 320 Neo, avec la flotte totalement renouvelée d'ici 2027. Corsair a pris des 330 Neo, qui sont des avions très performants. Bon, bien sûr, mais surtout au niveau de Boeing, parce que Boeing est quand même une marque prestigieuse. Oui. Je crois que, enfin, et même le président des États-Unis s'est mêlé de cette affaire en disant « Hey, on arrête là maintenant, il faut garantir la sécurité ». Donc je pense que on est parti dans le bon sens. Resserrage de vis et de boulon. Merci beaucoup, Jean, pour toutes ces explications précieuses et rassurantes quand même. On va parler manga avec un grand nom du manga qui s'est éteint. Oui, c'est Akira Toriyama. Alors, Clara nous demande est-ce que Akira Toriyama était très connu parce qu'elle a lu son nom un peu partout dans la presse et effectivement, beaucoup de gens en ont parlé, même au niveau de l'État. Oui, alors lui, il est peut-être moins connu du grand public, mais en effet, pourquoi il est connu? Parce que l'un de ses personnages de manga, lui, partout dans le monde, c'est Dragon Ball, que nous, on a connu avec notre génération Club Dorothée. Voilà, à l'époque, dans les années 80. Qui situe à peu près notre âge. Vous n'avez pas connu Dragon Ball, non? Non, je suis en 53. Donc... on va vous faire une séance de rattrapage. Akira Toriyama, qui est donc mort d'un hématome sous-dural à 68 ans, c'était la semaine dernière. Son maison d'édition l'a annoncé uniquement hier. Et un décès, je le disais, qui a ému jusqu'au plus haut sommet de l'État. Regardez, Emmanuel Macron a tweeté c'est sa Akira génération. Toriyama, mais oui, voilà, on le voit avec un dessin original signé du maître, qui remercie donc pour ses œuvres et qui dit que ces millions de passionnés ont grandi avec lui, voilà. Et autre tweet, par exemple, de Gabriel Attal, également le Premier ministre, même les pouvoirs des boules de cristal et de Shenron ne pourront pas le faire revenir. Il aura définitivement fait rentrer le manga et la culture nippone en France. Et moins sa génération, c'est moins sa génération, peut-être qu'il a eu des grands frères, des grandes sœurs, des cousins, je ne sais pas. C'est le cas, où il a lu les BD peut-être, les mangas. Alors, quel était le succès de Dragon Ball, nous demande Manolo. Vous allez voir, les chiffres sont hallucinants. Cette franchise, puisqu'il y a eu les BD, ensuite il y a eu les jeux vidéo, il y a eu les films, il y a tout ça. Alors, regardez ces chiffres. Tout d'abord, les livres, ils se sont vendus à 260 à 300 millions d'exemplaires un peu partout dans le monde, autour de ce personnage de Son Goku, ce personnage jeune garçon à la queue de singe, doué de super pouvoirs de combat. 30 millions vendus rien qu'en France, juste derrière One Piece. 42 tomes édités pendant la période 85-95, en 10 ans seulement. Il y a eu 38 films qui ont été produits à la télé et au cinéma, une cinquantaine de jeux vidéo qui ont été édités. Donc, et c'est depuis 88 en France que nous, on connaît les dessins animés. Voilà, maintenant vous saurez qui est Dragon Ball et qui est Sangoku. On va parler grande culture. Le manga, je ne veux surtout pas dévaloriser le manga. C'est devenu on va parler vraiment 7e art, on va parler cinéma, voilà. Un autre pan de la culture. Je me rectifie, je vais me faire discuter. Ça vous va, les Oscars? Bon, les Oscars. Allez, on approche maintenant de cette date. C'est demain, dans la nuit de dimanche à lundi, qu'aura lieu donc cette 96e édition des Oscars à Los Angeles, après les BAFTA, les Golden Globes et César. C'est donc cette nouvelle grande messe du cinéma hollywoodien qui va bientôt fêter son centenaire avec sa fameuse statuette. On voit les préparatifs ici, statuette dessinée par Cédric Gibbons, pour la petite info, un style art déco, produite depuis 1929, 35 cm de haut, 3 kilos, avec un revêtement en bronze recouvert de feuilles d'or 24 carats. Rien que ça, c'est quand même du... C'est beau dans le salon. C'est beau dans le salon, ça le fait en effet. Et c'est tout à l'honneur de ceux qui vont le remporter. Alors justement, cette édition, est-ce qu'elle promet des belles chances de récompense aux Français? C'est ce que nous demande Daniel. Est-ce que, par exemple, Anatomie d'une chute a une chance de remporter encore une récompense? Parce que c'est pas la première, ça a bien commencé. Bonjour Éric Libio, vous êtes chroniqueur cinéma. Alors, quels sont les films favoris, si on parle un petit peu de pronostics pour demain? Écoutez, c'est Oppenheimer quand même qui est un peu au-dessus du lot. Le film de Christopher Nolan, il a tout remporté jusqu'à présent. Il a le plus de nominations. Donc, on voit mal comment l'Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur pourrait lui échapper. Alors, Anatomie d'une chute, une petite chance quand même, quelque part? Oui, Anatomie d'une chute a quand même une chance dans l'Oscar du meilleur scénario parce que
assez régulièrement dans les cérémonies étrangères. Il a gagné notamment au Golden Globes le prix du scénario. Il a de la chance parce que Oppenheimer concourt dans le prix du meilleur scénario adapté, alors que Atomy d'une chute, c'est un scénario original. Donc il a vraiment ses chances. Et puis après, il est outsider quand même, parce qu'il même si on déforme un peu la vision vue de France, on aimerait tellement qu'il gagne qu'on a l'impression que tout se passe bien pour lui. Mais aux États-Unis, la campagne a quand même été très fructueuse, et puis il peut jouer les troubles faits, peut-être avec la meilleure comédienne. Enfin, il est outsider quasiment dans toutes les catégories. Il n'est pas favori, mais il est outsider. Bon, ce qui nous laisse quand même pas mal de chance donc pour la France. Les autres grands palmarès qui intéressent beaucoup, c'est les acteurs, les actrices. Par exemple, pour les actrices, qui est-ce qu'on attendrait sur le podium ? Ah ben là, il y a deux actrices qui se détachent. C'est Carey Mulligan Lily Gladstone dans le film de Martin Scorsese. Killers of the Flower Moon. Voilà, et puis Emma Stone dans Pauvre créature. Petit avantage, alors c'est deux choses. Il y a une carrière pour Emma Stone, et puis Lily Gladstone quand même, parce que ce serait la première amérindienne qui gagne l'Oscar. Donc, disons que les chances sont à 50-50 pour les deux, avec peut-être Emma Stone un tout petit peu favorite. Et rapidement, pour les acteurs, ce serait qui ? Et pour les acteurs, là, c'est Cillian Murphy sans doute pour Oppenheimer, avec un gros outsider derrière, Paul Giamatti pour Winter Break, parce que c'est un comédien excessivement apprécié là-bas. Et puis Winter Break, c'est vraiment le cinéma indépendant américain, et on sait qu'Hollywood ne sacre pas que des blockbusters. Il veut de temps en temps montrer que le cinéma indépendant américain a aussi lieu d'être dans les récompenses. Merci Éric Lébio pour ces pronostics. On verra si tout ça se vérifie demain soir. Et récompense à la clé, évidemment. Merci beaucoup Eric, merci Fanny pour avoir répondu aux questions des téléspectateurs. Merci Jean d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous demain à 10h pour le live BFM. D'ici là, c'est l'après-midi info. Bonne journée sur BFM TV.